Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Le Relief. On est avec notre nouvel invité, François. Je te laisse te présenter. Fais-nous une petite présentation simpliste pour les gens qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle François Masson, je suis infographiste depuis assez longtemps, c'est-à-dire que j'ai commencé dans les années 90 j'ai commencé dans les jeux vidéo pour ensuite m'orienter vers la cinématique de jeux, vers des effets spéciaux sur les films, des films d'animation. Et aujourd'hui, je fais de la 3D dans une boîte qui s'appelle Omi, qui refait des objets virtuels. Et je t'avoue, je ne savais pas que tu avais bossé dans les jeux vidéo. Tu peux nous en dire plus ou m'en dire plus? Oui, j'ai commencé dans les jeux vidéo, je faisais des piges. C'était à l'époque où les jeux vidéo étaient en pixel art, même si ça s'appelait pas comme ça. Ce qui fait que, comme c'était quelque chose et un métier qui me passionnait, j'ai cherché à travailler dedans et j'ai commencé par trouver quelques petites productions comme des jeux comme Super Cauldron chez Titus. Ensuite, être embauché en 92 et là, j'ai continué à bosser sur quelques jeux de plateforme, 2 jeux en tout cas. Le premier qui s'appelait Fury of the Furries et le deuxième Back in Time. Ok, je connais pas du tout. Je vais peut-être faire comment dire, mon jeune, mais tu sais, comment dire, j'ai en tête les épisodes de JDG où ils parlent des jeux un peu sur Atari ou sur NES avec les très vieux jeux. Et je crois qu'il y en avait un jeu en pixel où je me rappelle où je crois que c'est E.T. l'extraterrestre, mais j'ai que ça en mémoire. Mais c'est méga inspirant. Non, c'était très, très vieux. Bah, l'époque dont je parle, il y avait des jeux sur CPC 464, sur Amiga, ensuite sur PC, sur NES et sur Mega Drive. Ok, bah déjà la Mega Drive, ça me parle un peu plus, donc ça va, Voilà. on n'est pas perdu. C'est quoi tes projets sur lesquels tu es le plus fier durant toute ta carrière? Durant toute ma carrière, ça a été un projet qui a été fait il y a un peu plus d'un an. À l'époque, je travaillais chez MPC et on m'a demandé de refaire un taureau photoréaliste pour un film qui s'appelait Animal. C'est un film de taureau-garou. Est-ce qu'on pourra montrer des images, tu penses? Oui, C'est libre. oui, tout à fait. Ok. En fait, parce que j'explique toujours, mais il y a le podcast audio, et pour ceux qui voudront regarder, il y aura le podcast sur YouTube, où de temps en temps, je passerai des extraits des projets des gens qui veulent bien. Ok. Oui, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, il y a MPC qui a sorti un making-of assez intéressant de la production et des effets spéciaux sur le film et qui est disponible sur la chaîne YouTube de MPC. Ok, pas trop cool. Donc ça, c'est un de tes meilleurs projets. T'en aurais pas deux, trois aussi qui te font aussi chavirer le cœur ou vraiment, t'as vraiment adoré? 2-3 autres. J'ai un vieux projet sur lequel j'avais travaillé dans une boîte qui s'appelait Attitude Studio et c'était un film d'animation en noir et blanc, c'est-à-dire, en 2 couleurs, du noir, du blanc, parfois quelques teintes de gris. C'était un polar et il avait fallu travailler, refaire des personnages. Le film n'a pas eu un énorme succès, mais je crois qu'il y avait Daniel Craig qui avait fait les voix du personnage principal. Ok, mais c'est-à-dire que le film il a été exporté dans le monde entier, Oui, je traduit dans pense. plein de langues, je suppose. Oui, et ça s'appelle Renaissance. Ok, t'as une date de l'année du film ou tu Ça penses? doit être vers, T- je ne sais plus. Dans Avant les les années 2000 dans les ou années 2000. dans les années 2000? Ok. Voilà, peut-être vers 2005-2007. Ok, bah je pense que c'est assez facile à trouver. Renaissance, si t'as en plus, c'est plus avant les années 2000, enfin plus après. Ok, donc on a le taureau, on a le polar avec Daniel Craig et un petit dernier pour la route. Quoi est-ce que je pourrais parler? J'avais travaillé sur un dessin animé qui était pas mal, qui s'appelait Igor, un film d'animation. C'est récent? Ça a été vers peut-être vers 2008? Non, ça me dit rien. Non.
Je pense que j'étais peut-être trop jeune à cet Pas âge-là. très connu, OK. voilà. Et sinon un autre qui s'appelait La mécanique du cœur. Oh, Oui, Jack et la mécanique du cœur? voilà. Ah, j'ai adoré ce film. Je trouve que, j'ai adoré même la chanson avec Vanessa Paradis qui chante, «Je serai une petite allumette» ou, au début du film et ça fait fondre le cœur de Jack. J'ai trouvé que ça marchait trop, trop bien. OK. Voilà et mon boulot sur ce film, ça a été de faire, de modéliser quelques personnages du film, dont l'héroïne. Incroyable. Et je disais Vanessa Paradis, mais en fait, c'est même pas Vanessa Paradis qui chante, c'est Olivia Ruiz, il me semble, qui Oui, chante. Et oui, il y a Grand Corps Malade aussi. et Jean Rochefort qui faisait les voix. Ah, Jean Rochefort? Ah oui, il faisait Oui, la narration, la voix off peut-être. il faisait la narration et je crois qu'il faisait la voix d'un des personnages. Mais pour ceux qui ne sont pas allés voir Jack et la mécanique du cœur, je vous conseille et je trouve la fin, ça m'a fait un truc. C'est un peu triste, on va pas se mentir, mais le film, j'ai trouvé sublime. Oui, mais c'était mignon, c'était une belle expérience. C'est toujours intéressant de voir, de travailler dans une boîte, dans une société et avec, chacun qui a sa place, chacun qui est sur une partie du projet et c'est intéressant de voir, tout ça, avancer de concert et de voir un film se construire, même si je ne suis pas resté jusqu'au bout, vu que je ne m'occupais que de la partie animation. Mmh. Enfin, que de la partie modélisation, pardon. Ça a duré combien de temps d'ailleurs, cette période? Je me rends pas compte parce que je connais pas assez, Ce travail sur le film, ça a duré quelques mois. et du coup, ils avaient déjà d'autres artistes pour faire les autres personnages, Sur les personnages, c'était réparti entre plusieurs artistes. Il y en avait d'autres qui travaillaient sur les décors, le rigging, l'éclairage, l'animation, et cetera, quoi. OK, OK, ouais, parce qu'il y a quand même plein, plein, plein de personnages parce que je crois il y a les compagnons d'école, il y a les sœurs de Jack, il y a vraiment plein, plein, plein de trucs. Même, les monstres du cirque aussi, il y avait vraiment quand même beaucoup de personnages. Ah bah, c'est trop cool, je savais même pas ça, mais, que j'adore le film donc, je suis peut-être pas assez objectif. Est-ce qu'il y a une décision ou un choix de carrière que tu referais différemment aujourd'hui, tu penses? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être que j'aurais appris Houdini un peu plus tôt. Disons que depuis les années 2000, pour reprendre un peu l'historique, en 96, j'ai commencé à travailler sur des cinématiques d'un jeu vidéo. C'était vraiment une époque de pionnier. À l'époque, c'était un jeu vidéo qui s'appelait Dark Earth et à l'époque, j'avais commencé à travailler sur des décors. C'était un jeu avec des décors fixes, des personnages en 3D. Les personnages, se baladaient dans des décors. Ça permettait d'avoir une qualité d'image assez intéressante et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de travailler dans une petite équipe, sur les cinématiques du jeu. Les cinématiques ont été faites sur Softimage. Je ne connaissais pas du tout le logiciel. Ça me dit rien du tout. Softimage, c'est l'ancêtre de XSI. Encore moins. D'accord. Heu, XSI a été racheté par Autodesk OK, là, ça me dit quelque chose. et ensuite, le soft a été abandonné. Mais disons que les machines valaient 30 000 €, les logiciels, à peu près le double, donc il y avait une grosse responsabilité et je ne connaissais pas du tout. Je connaissais à l'époque 3D Studio qui était bien pour faire des images fixes, bien pour faire quelques animations, mais à part ça, pour travailler sur des cinématiques, c'était un logiciel qui était, extrêmement, extrêmement basique. Il y avait absolument, par exemple, aucune cinématique inverse. Donc, j'ai passé quelques semaines avec le manuel sur les genoux à apprendre seul dans mon coin parce qu'il y avait pas YouTube, il y avait pas de tutoriel, dessus. Oui, c'était une C'était époque à la dure. c'était très, très hardcore. Mais je pense que tu apprends beaucoup aussi au final avec cette méthode-là. Parce que là, on a l'habitude de trouver enfin, de chercher des tutos, sur YouTube en mode, comment ça marche et tout, mais à l'époque, c'était pas ça, donc je pense qu'il y a une capacité d'adaptation qui est peut-être, plus intéressante aussi. C'est 2 méthodes différentes en soi, les 2 ne sont pas contradictoires. Non, c'était une époque où il y avait beaucoup de découvertes. C'était à la fois intéressant, à la fois frustrant parce que même si on travaillait sur des silicon graphiques, c'était lent. Ouais, je me doute que les temps de Oui, rendu devaient être énormes, les temps de rendu étaient énormes, il n'y avait pas vraiment de preview pour l'éclairage. Il y avait des temps de calcul qui pouvaient monter jusqu'à 20 minutes par image. Oui, non, c'est 20 minutes. Après, je me rends pas compte pour les films Marvel ou ces trucs-là, ça doit peut-être même 1 heure pour certaines frames en soi. Mais Oui, mais c'était un peu du au jugé.
OK, oui, je vois. Il y avait peut-être moins de contrôle qualité parce qu'il y avait moins de Bah contrôle oui, tout court il au y avait moins de final. contrôle tout court, quoi. Donc On oui, plaçait des lumières, on lançait un rendu, on regardait ce que ça donnait au bout de 10 minutes et on pouvait changer 2 ou 3 choses, quoi. Mais non, il y avait c'était, pas de cette espèce de fine tuning où on pouvait aujourd'hui, on peut placer des lumières en temps réel, regarder ce que ça donne et faire de bien belles images. mmh, C'était à la fois très intéressant et à la fois encore très limité à l'époque. mmh. Ça va être une question un peu qui se répète avec, une que je t'ai déjà dit, mais ça se trouve, ça sera la même réponse, ça se trouve, non, mais, je la pose quand même. Sur toutes les expériences professionnelles en 3D que tu as eues, c'était laquelle que tu as préférée? Ça peut être au niveau de la direction, les gens avec qui tu bossais, le secteur, que ce soit pub, film et cetera. J'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences, un peu partout. Des bonnes expériences en film d'animation. J'ai travaillé chez Attitude Studio qui a fait quelques films intéressants. Ça a commencé par Renaissance. Il y a eu La Nuit des enfants rois qui a été une espèce de catastrophe, technique. Pour quelle raison? Il y a d'abord eu des c'est un film qui a voulu être fait en motion capture, Oh, le début de la motion capture? le début de la motion capture. OK, Av je vois ce que tu veux dire. Voilà, avec des designs de personnages qui étaient très, très excessifs, avec que 2 designers qui s'appelaient Ramon et Herrera, qui sont quand même connus. Mais les personnages étaient massifs, fins, élancés, très maigres. Et ça ne collait pas du tout. Il y a eu de gros compromis qui ont été faits. Déjà pour que ça marche avec de la motion capture. L'histoire peut-être aurait mérité un réalisateur un peu plus fin, peut-être un peu plus subtil. Et ensuite, je n'étais plus là à l'époque, mais je pense que une partie du rendu a dû être, déportée ailleurs, Ah, et fi sous-traité? voilà, sous-traité, fini avec une qualité qui Généralement, est assez frustrante. quand on sous-traite, sur la fin du film ou le début, c'est pas bon signe généralement. Non, Et ça s'est fini comment cette histoire? le film est sorti. OK. Et la critique l'a plutôt bien accueilli ou? On n'est pas vraiment de souvenirs, mais une impression de gâchis OK. qui en est sortie. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y avait beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses à faire, mais voilà. OK, bah, j'irai voir. Tu peux redire le nom du, La Nuit des enfants rois, OK, l'adaptation d'un bouquin. d'accord. C'est plus dans les années 2000, Oui, 2010? c'était dans les années 2000 ça. OK, bah, j'irai voir ou je mettrai des petites images, pour les petits curieux. Et vu qu'on parlait de bonnes et mauvaises expériences, tu dirais que c'est quoi comment dire? Une des pires expériences ou, pas très bonne? Si on peut changer le nom du studio au cas où, Oui, une mauvaise expérience que j'ai eue, ça a été quand j'ai passé quelques mois à travailler sur les personnages d'une série qui s'appelait Jed Armor. OK, Et c'est le vrai nom de la série ou tu as changé le nom de la non, non, série? je n'ai pas changé le nom de la OK, série. on sait jamais. Et ce qui fait que, j'étais assez frustré par les designs qui ne me convenaient pas, voilà, et que je trouvais assez limités et bloquants pour créer des modèles 3D qui soient intéressants. Ouais, C'est rare justement qu'on a cette prise de position en mode, je trouve que les dessins ou les concept art sont pas assez intéressants pour que la 3D soit cool. C'est pas souvent ouais, qu'on il y avait des problèmes, j'aurais bien aimé avoir, des modèles avec un début de shading, des intentions de lumière, ce genre de choses. La bonne expérience que j'ai eue, c'était sur Igor dont je parlais. Il y avait une femme qui faisait du Cara Design qui était capable de faire des face profils qui permettaient de donner des modèles 3D, parfaits. ah mais ça, c'est trop cool. En fait, quand on a des gens de la 2D qui comprennent un peu, ce que nous, on va devoir faire en 3D, ça, c'est incroyable. Voilà, elle était capable d'extrapoler un volume et de dessiner des faces profils qui suffisaient juste de décalquer. OK, parce que je suppose qu'à l'époque, je sais pas s'il y avait un équivalent à ZBrush, mais ZBrush, ça date du début des années 2000. et en plus, ça commençait, donc c'était peut-être pas forcément au début, Non, c'était pas très c'était un peu bancal. non, je l'avais pas utilisé dessus. La première expérience que j'ai eue avec ZBrush, ça a été chez Durand-Dubois. C'était un film, de Chabat qui s'appelait Rrrr. Ah mais c'est connu! Oui, c'est C'est, connu. la guerre du shampoing, Voilà.
OK et il y a je t'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais il doit y avoir des scènes en 3D Il y a incrustées. quelques effets spéciaux, il y a eu des mammouths qui ont été faits et une espèce de tête de dinosaure que j'avais modélisé à l'époque et sur lesquels j'ai fait du ZBrush, Du coup, avec les débuts de ZBrush avec les débuts de ZBrush. et du coup, quand tu avais fait ça, au niveau de l'intégration, ça se passait comment, C'était, c'était c'était encore, assez basique. Mmh. Voilà, il y avait pas de ray tracing, d'illumination globale. Ça se faisait, avec des dome lights. Est-ce qu'il y a un mythe sur la 3D que tu aimerais déconstruire? Non, Tu j'ai sais, ça peut être par exemple, je sais pas, moi je trouve le lighting c'est facile, des trucs comme ça ou, des gens qui te disent, la 3D c'est facile. J'ai pris des exemples basiques, tu vois? Mais, il y a des gens qui s'imaginent beaucoup de choses quand ils voient des films en 3D d'animation, ou même, de la 3D en général, tu vois? non, je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça. OK, bah, après si ça te revient plus tard, il y a pas de problème, on repassera dessus et tout, C'est quoi qui t'a donné envie de rester aussi longtemps dans ce milieu? Ce qui m'a donné de rester en Ce qui m'a donné envie de rester aussi longtemps, c'est la possibilité de travailler sur des projets intéressants. Ces 3 4 dernières années, j'ai commencé à travailler sur quelques films, des films un peu plus sérieux, chez MPC, après avoir une petite, période assez intéressante avec les débuts du covid. Non, c'était bien. Enfin, j'ai trouvé ça assez tranquille, assez relaxant. J'ai commencé à faire beaucoup de télétravail. Mais avant le télétravail, ça existait quand même? Non, pas là où je travaillais et donc ça s'est vraiment mis en place à ce moment-là pour moi et ça a été vraiment une période assez heureuse avant que le milieu ne connaisse des difficultés financières par manque de projets et par, un trop plein de nouveaux arrivants. Quand tu dis nouveaux arrivants, tu veux dire quoi par là, nouveaux arrivants? De trop d'étudiants qui sortent des écoles par rapport aux capacités, d'embauche. Tu le remarques toi de ton point de vue? Ah ça c'est Moi je pouvais pas le voir parce que, j'avais pas ce regard-là. Je l'ai compris après. mmh, Mais toi, c'est intéressant de ton point de vue, tu vois? ça se sent, ça s'est senti avec les projets, avec, le nombre de demandes qui a baissé. Comment dire? La priorité qui était donnée à des juniors, peut-être le manque de sélection dans les écoles qui ont profité de l'intérêt de beaucoup de personnes pour, ne pas trier en amont, ne pas trier avant l'entrée et juste, remplir les salles de cours. Je n'ai pas travaillé dans beaucoup d'écoles, mais je pense qu'il y a enfin, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient pas le niveau pour être là tout simplement et qui auraient peut-être dû avoir un tri en amont pour qu'il y ait moins de déception, à la fin. Ouais, je t'avoue, j'ai fait une école privée et en soi, ils acceptaient tout le monde tant qu'on payait. Oui, c'est ça. Mais et il y a un petit mais, c'est que les gens qui étaient vraiment très démotivés ou vraiment très, très, très nuls, ils abandonnaient d'eux-mêmes. Ou soit ils les faisaient repêcher. Mais vraiment, même les gens nuls pouvaient avoir un diplôme. Oui, Donc voilà. un diplôme et j'ai aussi vu le cas de personnes qui étaient douées, qui étaient talentueuses, travailleuses et qui n'ont pas trouvé de travail à la sortie, quoi. Je pense que j'en connais énormément et ça me fait de la peine. Mais tu dirais que la situation avec le Covid, ça a accéléré le fait est qu'il y ait plus de gens sur le marché à la fin du Covid? Je sais pas, je sais pas. J'ai entendu des choses sur les effets du covid, sur les demandes des plateformes pour, lancer des séries, sur le fait qu'il y ait des demandes qui se sont écoulées, mais je n'ai pas forcément plus de recul que ça. Moi, je me suis, comment dire? Moi, quand j'ai fait de la 3D, j'ai fait un positionnement un peu bizarre, mais après moi, c'était ma vision des choses. C'est que déjà, comment dire? Je crois que c'était en 2015 quand je suis rentré dans mon école et je suis sorti en 2020, et comment dire? Au début, je voulais bosser dans le jeu vidéo, bah, comme tout gamin qui joue à des jeux vidéo, tu joues à Mario, tu joues à Sonic, mais tu des étoiles dans les yeux, tu te dis: «Mais pourquoi pas moi?» tu vois? Et j'ai compris la réalité et la réalité fait très mal et je me suis dit: «Bah, je vais envoyer des CV à Ubisoft et tout», mais je me suis dit: «Mais il y a plein d'autres gens qui vont le faire. Il y a au moins 400 personnes». Et je dis: «Mais le jeu vidéo, OK,
Il y a un problème avec ça. Je pourrais jamais y aller si je connais pas de gens, malheureusement. Et ce que j'ai fait, je me suis dirigé vers la pub, vers la publicité, où là, j'étais un peu plus sûr d'avoir un avenir un peu plus sûr, un peu plus stable. Et du coup, j'ai toujours fait ça. Mais mon rêve de base, ce serait de bosser dans le jeu vidéo. Mais je m'assure toujours, d'avoir des trucs de côté et c'est pour ça que j'ai toujours fait de la pub. J'aurais voulu faire du cinéma d'animation, mais j'ai pas envoyé beaucoup de CV, dans des films ou dans des prods, même si j'en ai envoyé quelques-unes, mais bah, ça répondait jamais parce que finalement, j'avais pas d'expérience dans le cinéma, j'avais plus d'expérience dans la pub. Mais bon, soit, on a une capacité d'adaptation en tant que 3D généraliste, on peut quand même s'adapter à pas mal de choses. Mais c'est juste qu'on a préféré prendre des gens plus qualifiés et ça, je l'entends très bien. Mais c'est juste, je voulais le préciser parce que je sais pas, j'ai préféré aller où il y a la thune, Oui, principalement. oui, Mais, oui, oui, il y en a un petit peu, quoi. c'est ça. Mais je fais toujours ma passion à côté. Je fais toujours mes petits projets, à côté, j'essaye. C'est pas facile, mais Non, il faut du temps. il faut du temps et c'est très dur et après il y a des gens qui ont des vies de famille et tout donc je sais pas encore moi ce que j'aurai plus tard, mais je sais pas si j'aurai le temps encore plus tard. Ça dépend de chaque personne. Ouais, bah, c'est assez dur le milieu professionnel. J'ai fait de l'intermittence pendant 24 ans quand même. Tu dirais de l'intermittence, de type stable ou de type j'ai fait 6 mois, après je fais jouer les congés spectacles et après je retrouve une prod? Ah non, j'ai essayé de trouver le plus de prod possible. Il y en a qui étaient de quelques mois, de quelques jours, Mmh. de quelques semaines. Pendant très, très longtemps, je ne me suis pas inquiété de retrouver du travail. Parfois, il y avait des périodes qui pouvaient dépasser un mois et demi, qui commençaient à être un petit peu stressantes, mais ça marchait toujours. Voilà, j'avais toujours des coups de téléphone pour de l'embauche. Et depuis 2022-2023, Ça commence à faire un petit moment 2023. Ça fait 2 ans et demi on va dire, vu qu'on est début 2026 en oui, soi. ça a commencé à s'écrouler et même le démarchage ne donnait rien ou alors inexistant et les prods ont commencé à s'espacer. J'ajouterais que les pires expériences au niveau recrutement, ça a été quand même avec des boîtes de jeux vidéo. Ah ouais? Ah oui, Parce que j'ai postulé à des boîtes de jeux vidéo, je crois j'ai fait des entretiens avec quelques RH, des RH qui me répondaient sur LinkedIn très sympathiques. D'ailleurs des fois, bah, quand ils disaient: «Bah, là on est plein», ils me redirigeaient vers quelqu'un d'autre, mais les RH de jeux vidéo, j'ai toujours eu des bonnes expériences, même si ça a pas abouti, mais oui. tu dirais pourquoi dans le jeu vidéo? Ça Bah, ça m'intéresse en soi. le processus de recrutement est différent. Dans les petites boîtes ou même les grosses boîtes d'effets spéciaux, je vais citer MPC toujours, il y a pas de recrutement. Ça marche au feeling, ça marche au book, «Bon, on a un projet pour toi, est-ce que tu peux venir?» Ça marche comme ça. Avec les boîtes de jeux vidéo, ça m'est arrivé de passer les entretiens, d'abord téléphoniques, ensuite sur site. Oui, il y a 5 étapes ou un truc comme ça, Voilà, c'est et en sortant des entretiens, je savais ou je comprenais que, en poussant la porte, je savais que c'était un entretien qui n'avait absolument aucune chance d'aboutir. ah ouais, à ce point-là? Ah oui, je l'ai senti plusieurs fois. Et du coup, bah, ça s'est avéré vrai au final? Oui, ça s'est avéré vrai. Mais c'était un peu, c'était extrêmement décevant et c'était aussi des comment dire? Des sociétés qui cherchaient sans comprendre pourquoi, des gamers. Ils voulaient des gamers qui fassent leur jeu, Des gamers qui travaillent sur des jeux vidéo. Moi, quand on me demandait sur quel jeu vidéo j'aimais, je répondais Zelda. en Zelda Breath of the Wild, qui était quand même bien, mais c'était pas leur tasse de thé. Et même si j'avais un book qui était intéressant, avec pas mal de choses, pas mal de travail sur des films d'animation, des cinématiques de jeux, ça ne les intéressait pas. OK, je suis moi-même étonné. Comment dire? Quand on postule dans une boîte de jeux vidéo, j'imagine tout de suite les RH ou le recruteur dire: «Tu joues à quoi comme jeu vidéo?» comme s'il voulait être ami avec toi peut-être. Oui, peut-être. J'y ai pas pensé, mais Alors bon. que ce qui est important, c'est la capacité d'adaptation, l'apprentissage, le niveau technique, le niveau artistique, pas le reste. Je suis d'accord. Mais bon, je ne citerai pas de nom. OK, bah, de toute Non, façon, non, si tu veux pas qu'on cite de nom, on cite pas de nom. Sinon tu peux au pire tu changes un nom, à la limite. non, disons que la dernière dans laquelle j'ai postulé travaille encore, est encore debout, n'a pas coulé. Elle s'est pas fait racheter par, des Qataris? Attends, je crois il y a Je une boîte qui s'est fait racheter par des Qataris. je ne sais plus, mais c'était, du boulot pour une grosse licence adaptée d'un film de SF. On n'en dira pas plus. Non. Et d'ailleurs c'est rigolo. J'étais tombé sur ton CV parce que, parce qu'il était affiché un moment. Ça m'a fait extrêmement rire. En fait, j'ai vu le CV et bah, pour le résumer,
en visuel, bah, une page blanche avec tes expériences. Mais c'est des expériences tellement grosses que, bah, en fait, ça convient. Tu as pas besoin de dire tes loisirs, de dire que, tu as le permis B ou dire des trucs pour remplir. C'est Non, on tellement, s'en fout en fait des loisirs des gens, quoi, ouais, c'est c'est ça. les oui, Non, mais non, mais c'est tellement, comment dire, des c'est comme si je disais: «J'ai bossé pour, Disney, Pixar» et il y a ça dans le CV, mais en fait, j'ai besoin de rien d'autre. C'est-à-dire que le mec est qualifié, tu vois? Mais je trouve ça couillu de juste le CV page blanche et bam, les gros noms et tout. J'aimerais le faire, mais j'ai pas bossé dans d'aussi grosses boîtes que toi. Mais je salue l'initiative. oui, Au non. moins, c'est lisible, c'est clair et précis. Ah, c'est ce que je voulais faire, quoi, quelque chose de lisible avec, une liste de projets intéressants. Ah mais ça marche, Mmh. j'avais perdu les mots. C'est tellement simple que tu peux pas faire plus simple que ça. Après plus simple que ça, c'est juste une page blanche. Parce que j'ai vu, il y a que j'ai vu, je regarde, j'aime bien m'intéresser à la méta des CV, ce que font les gens et ils mettent vraiment beaucoup de couleurs. Il y a un peu trop de couleurs, un peu trop de couleurs à mon goût, mais après, là, ça te fait combien de temps de carrière, dans la 3D, tu dirais, au global? Dans la 3D, une trentaine d'années. C'est pile ce que j'avais prévu. Si tu devais résumer 30 ans de carrière en une seule leçon pour les gens qui nous écoutent, laquelle serait-ce? Être curieux, Être curieux? oui, ouais, être curieux au niveau des logiciels qu'on peut apprendre, des choses qu'on peut essayer et je pense que c'est la qualité principale. C'est tellement simple que je Mmh. m'attendais à une réponse un peu Non plus complexe, mais et être, très persévérant et beaucoup, beaucoup trop travailler. j'ai vu des, comment dire? Je rebondis sur ça, parce que j'ai vu pas mal, de gens, je dirais plus, jeunes gens, mais qui commencent ou soit qui ont un peu mon âge. Je pense que c'est important dans notre métier d'être humble et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, qui tombent parce qu'il y a un peu d'ego, là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses? Je trouve que c'est important dans notre métier d'être humble. Oui, je pense aussi. J'ai pas enfin, j'ai pas eu de mauvais retours avec des jeunes qui sortaient de l'école et qui pouvaient se la péter. Ça a toujours été quelque chose d'assez discret. J'en ai pas vraiment vu. Non, mais je Non? je voulais spécifier, mais Mais oui, mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi. mon mois d'avant, quand j'ai commencé, de toute façon, les 3 d'artistes, on a toujours été un peu timide, tu vois? Un peu introverti. Je pense Non, pas que du tout. pas du Non, tout? non, non, c'est juste un mythe. C'est juste un mythe Oui. et je pense que j'étais peut-être pas humble au début ou j'étais peut-être un peu réservé, mais j'ai compris mes erreurs et ça m'a forgé à être humble, à savoir écouter les gens et ça, je trouve, Ouais, c'est beaucoup important dans nos métiers, je trouve, parce qu'on, c'est vraiment des métiers où on doit écouter les gens et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un peu ces fondamentaux. Après, je dis pas forcément que ma parole est bonne, mais qu'il faut quand même savoir écouter les gens et que ça fait un tout. Voilà, c'était, oui. une petite Bah, phrase que je voulais disons spécifier. ouais, je rajouterais que, c'est un mélange peut-être d'humilité par rapport à ce qui se fait et de satisfaction par rapport à la réussite, qu'on peut avoir à sortir quelque chose aussi. C'est Ce important. qui est aussi un gros moteur du métier. Ça, tu le comprends enfin, je dis ça, tu le comprends, mais tu le comprends au fil des années, tu le comprends pas tout de suite. Je trouve que c'est dur à percevoir comment dire? Se rendre compte de ses propres erreurs, c'est pas facile, je trouve. Non, il faut sans doute un petit peu de recul. C'est une question que je viens de penser. C'est quand que tu participes au Punisher Challenge? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu connais pas? Non, je connais pas. Non, raconte. Mais je pense que ça va intéresser pas mal de gens, mais en gros, c'est tous les 6 mois, à peu près. C'est un mec qui s'appelle, Punisher sur YouTube Oui. et ça a popé depuis, je crois, 3-4 ans. En gros, il te donne une scène. Par exemple, le premier auquel j'ai participé, c'est quelqu'un qui monte un escalier avec une Ah animation. oui, ça je connais. Bah, tu vois? Voilà. Ça s'appelle comme ça s'appelle le Punisher Challenge. Ouais, non, mais je l'aurais fait avant, j'ai plus le temps. Et je trouve que c'est une formidable expérience parce que tu te prends de l'animation, tu te prends la texture pardon, tu te prends du light, tu te prends, des blend shapes, tu te prends des FX, Oui, tu te prends de tout. il y a tout à faire et c'est intéressant et ça permet d'avoir un peu de visibilité quand même. Bah, c'est le genre de choses que j'aurais pu faire avant. Avant, comme quand j'étais intermittent, j'avais des périodes de travail et des périodes sans travail enfin, pendant lesquelles, je travaillais juste sur des projets perso ou à apprendre ou à essayer de proposer des choses en plus.
Par exemple, c'est depuis 2022, j'ai voulu apprendre Houdini. Je crois que tu en avais parlé au début, Oui, ça a commencé vraiment par la petite porte, c'est-à-dire, vouloir faire du fur dessus et ce qui fait que ça m'a permis de trouver mon 1er boulot chez MPC quand même, grâce à ça. on parle beaucoup de MPC, Oui, je sur sais, cet oui. épisode. Ben, On va être sponsorisé par MPC, je le je sais, sens, mais ouais. ça a été une des à la fois une des dernières, sociétés pour lesquelles j'ai beaucoup travaillé quand même, sur au moins une bonne demi-douzaine de films. Et j'avais pas cette équation en compte. Voilà. Par exemple, le premier film sur lequel j'ai travaillé pour eux, Micros qui faisait des effets spéciaux OK, pour des films. OK. Voilà et donc j'avais commencé à faire du fur, je leur ai envoyé des projets avec un chat, des 2 ou 3 bricoles. Ils m'ont dit: «Bon, viens, tu aucune expérience, on te colle pour faire des plumes sur un pingouin pour un film». C'est incroyable. Mais oui, Mais alors que maintenant, je sais pas si ça se passe comme ça. bah, c'était il y a quelques années, mais il y a des disons qu'il y a des boîtes qui, sont bon esprit et qui tentent des choses. Ça a été mon premier gros projet sur Houdini. J'ai fait un pingouin, j'ai pas fait des déclinaisons, j'ai appris à faire des plumes en procédural. Ensuite, j'ai continué sur, d'autres projets avec, du fur pour eux. J'ai fait des digidoubles. Et le dernier film sur lequel j'ai travaillé, ça s'appelle Résurrection. Sorti il y a quelques J'allais dire Alien, mais non, non, c'est non, pas non. Alien. Non, c'est un film asiatique que je n'ai pas encore vu, hélas. M'a collé sur autre chose que je ne savais pas du tout faire. Enfin, si, que je savais faire, mais pour lequel je n'avais pas encore, d'expérience, réelle. C'est-à-dire, faire, un double numérique d'un personnage avec une chemise qui est balayée par un ventilateur. Voilà, j'avais un plan, il fallait matcher la modélisation, il fallait refaire une modélisation qui matchait le plan et une animation qui matchait le plan pour faire des VFX dessus. Je t'avoue que les VFX, c'est pas trop ma tasse de thé. Non? Ce qui fait que je me la suis un peu pété. J'ai adopté un mélange de workflow entre Blender et Houdini, c'est-à-dire Blender pour la modélisation en caméra, en vue cam, ce qui est assez, intéressant et ce qui est un gros plus par rapport à ZBrush. Ouais, c'est du camera mapping en soi. Non, du caméra modeling. Camera modeling, pardon. Voilà, j'avais une plate avec, un personnage, une chemise. Et il a fallu que je matche le modeling, que je matche les ombres, que les ombres tombent au même endroit pour que je comprenne que à partir de là, le modeling était bon. Et ensuite, il a fallu faire une transition entre la plate et l'animation 3D et que les 2 matchent. Voilà, c'est ce que j'aime dans le métier. Des choses intéressantes à faire pour lesquelles on n'a jamais encore travaillé et il faut inventer quelque chose. Alors ça, tu pas au courant, mais en gros, à chaque, fin de session, je pose une question à l'invité précédent qui pose une question au nouvel invité. Ah oui. Et du coup, l'invité précédent t'a posé une question et je vais te la poser. Lorsque vous avez commencé à travailler dans la 3D, c'est quoi l'étape, qui a été le plus compliquée et pourquoi? Ça peut être, par exemple, la modélisation, ça peut être les UV, ça peut être les FX, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une réponse qui est en partie due à mon âge. Parce qu'aujourd'hui, bah, quand quelqu'un sort de l'école, il a une bande démo, il sait à peu près faire, un peu tout et n'importe quoi. Il a de l'expérience sur tout et moi à l'époque, ce n'était pas ça, quoi. Après, les critères pour être sur une prod étaient peut-être différents aussi. Oui, ils étaient différents, mais depuis quelques années, depuis qu'il y a des écoles, changer de domaine, ça a été quelque chose qui a été compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de modélisation. Les textures, c'était assez rustique dans les années 80, avant les années 2000. Je peux comprendre les textures, il y avait pas aussi de banque, il y avait pas de banque d'images, il y avait pas de texture 4K, il y avait pas Ambient CG, Non, il y avait pas ça maintenant. Enfin, il y non avait pas ça avant, pardon. et ce qui fait que pour être embauché pour faire autre chose, pour faire texture artiste alors qu'on a fait que de la modélisation depuis des années, ça peut être compliqué. Idem pour commencer dans les VFX. Mais du coup, le truc le plus compliqué, tu dirais, Le plus compliqué, pour toi, quand tu as commencé à faire de la 3D? je ne sais pas. J'ai pas de
Non, ça s'est fait comme ça progressivement. OK. Avec des essais, avec des erreurs, avec, la technique qui n'était pas encore là et Maintenant, c'est à toi de poser une question, au prochain invité. est-ce qu'il y a des goûts particuliers en film, en musique ou qui t'ont poussé à chercher certains projets ou qui t'ont poussé à trouver un style particulier dans ce que tu fais ou dans des projets personnels ou OK, autre chose? c'est très intéressant. J'avais jamais, fait le parallèle entre la musique et la 3D, mais après moi, je sais que je suis comme ça, mais quand je fais de la 3D, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Oui. J'aime bien tout le temps avoir quelque chose en fond. Ouais, moi non, moi c'est pas du tout le cas, je vois je dirais que, c'est peut-être quelque chose qui peut surprendre, mais je vois ce métier comme quelqu'un qui réaliserait une tour Eiffel en allumettes au niveau du côté minutieux, du côté, projet qui peut prendre du temps, projet qui peut prendre du temps à travailler, à retoucher, à repasser dessus et cetera. Je vois ça un peu comme ça, par certains côtés. Très belle métaphore. C'est une question que je viens d'avoir. Je trouve qu'on fait un métier pas facile, parce Non, que c'est un métier passion et des métiers passion, bah, faut quand même faire vivre, oui, il faut faire bouillir la marmite, donc exactement, faut voilà. manger à la fin du mois. Les salaires que tu as eus, pour les productions sur lesquelles tu as bossé, est-ce que tu trouvais qu'ils étaient légitimes ou ça aurait pu être un peu plus haut? Comment tu trouvais un peu cette échelle-là au niveau des salaires? Oh, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai connu quand même une baisse de salaire, enfin une baisse de revenus ces dernières années À cause du covid? à cause du manque de travail et aujourd'hui, heureusement, ça s'est stabilisé. Non, les salaires étaient bien, c'était juste parfois le manque de travail qui faisait que, c'était plus stressant. Je peux comprendre, surtout, quand tu es intermittent, Oui. tu dois trouver quelque chose pour rallonger pour trouver tes X heures, Au tout début, il y a quelques dizaines d'années, c'était vraiment, je vais pas dire qu'on était les rois du monde, mais quand même. Ouais, on se battait parce qu'il y avait pas autant de gens sur le marché. Voilà, on se battait, disons qu'on se battait pas, mais disons qu'on pouvait, plus facilement négocier des OK. salaires et des augmentations. Bon, bah, si maintenant, c'est stabilisé pour toi, Oui, je suis content. Ça touche à la fin. Je te laisse dire, le mot de la fin ou, ça peut juste être fin, tu sais? oui, ben, ce sera juste le mot de la fin dans ce cas-là. Merci encore à toi François et ben je vais clôturer cette émission. Merci encore à toi. À toi aussi.